En l'archipel d'Aotearoa vivait au centre de l'île du Nord un groupe de montagnes. Elles s'appelaient Ruapehu, Taranaki, Tongariro et Pihanga. Pihanga était l'épouse de Tongariro, seulement Taranaki aussi la convoitait. Alors, il voulut s'emparer d'elle. Tongariro s'interposa pour protéger son épouse. Une terrible bataille s'ensuivit. Tongariro gagna, Taranaki perdit. Battu, il s'exila vers le sud de l'île et dans sa fuite, il creusa le lit du fleuve Whanganui. Bonjour, je m'appelle Benjamin, bienvenue sur Vertige d'Histoire. No te rangi nei whakamanahia e te ture i te pire o te awa tupua. Koinei te whakataunga tiriti kua roarawa e whakahaeretia na ia o te aroa, ko ruruku whakatupua te ingoa o te whakataunga nei. He utu mo te nui o ngā takahitanga o te tiriti o Waitangi i te kore whakai kia whakahaeretia kia whakamahiara nei te iwi te awa o Whanganui. Le 15 mars 2017, le Parlement néo-zélandais votait en faveur du Te Awa Tupua Whanganui River Claim Settlement Act 2017, que je me contenterai d'appeler pour le reste de cette vidéo le Te Awa Tupua Act. Par cette loi, un fleuve, en l'occurrence le troisième plus long de Nouvelle-Zélande, pour la première fois dans l'histoire humaine, se voit légalement reconnu comme une entité vivante. Il devient sa propre personnalité juridique et peut donc, via ses représentants humains, se défendre contre toutes les atteintes faites à son intégrité et au bien-être des communautés qui le peuplent, aussi bien animales, végétales qu'humaines. Concrètement, sur le Whanganui, les dégâts environnementaux, ils n'ont plus besoin d'être directement préjudiciables pour les humains pour que la justice les reconnaisse et poursuive les responsables, comme c'est le cas dans la plupart des codes de l'environnement occidentaux. Mais ce jour du 15 mars 2017, c'est un jour historique parce qu'en plus d'être une avancée majeure pour la lutte écologiste, il marque d'abord la résolution d'un différend juridique de 150 ans entre la couronne britannique, qui, rappelons-le, est à la tête de l'État néo-zélandais, et les iwi du Whanganui. Petite précision, les communautés traditionnelles maoris sont organisées en iwi, c'est-à-dire en tribus. Et ces tribus sont elles-mêmes divisées en des sortes de sous-tribus, les hapu, elles-mêmes divisées en whanau, l'équivalent des familles élargies. Le combat des Maoris fait écho à la lutte plus globale des peuples autochtones du Pacifique ou des deux Amériques pour la reconnaissance de leurs droits et la réparation des torts causés par la colonisation. Car si les pays de ces régions ne sont plus officiellement des colonies, ils ne continuent pas moins de fonctionner selon des structures de domination politique, économique et sociale nées de l'accaparement des terres autochtones au bénéfice des seuls colons européens et de leurs descendants. Le Te Awa Tupua Act montre combien la lutte pour les droits des peuples autochtones, le combat décolonial et la défense de la nature sont complémentaires et s'enrichissent même l'un et l'autre. Il est commun d'affirmer qu'Aotearoa doit son nom au grand nuage blanc aperçu par les premiers explorateurs polynésiens qui ont atteint ses côtes. Quelque part entre le XIIIe et le XIVe siècle, la datation n'est pas encore tranchée. Seule certitude, les îles du Sud et du Nord, les 12e et 14e plus étendues au monde, sont les deux dernières grandes terres émergées à être peuplées par des humains. À part pour quelques petits spécimens, comme la chauve-souris peka-peka, l'archipel avait même pour particularité de n'abriter aucune des grandes espèces de mammifères terrestres qu'on trouve partout ailleurs sur Terre. Le moa, sorte de croisement entre un émeu et un dinosaure, qui pouvait parfois mesurer jusqu'à 4 mètres de hauteur, mais qui tournait plus souvent autour des 2-3 mètres, peuplait l'île du Sud. Il avait pour seul prédateur l'aigle de Haast, le plus grand rapace à avoir jamais volé dans les cieux. Quand les Polynésiens débarquent sur Aotearoa, ni la faune ni la flore ne sont en tout cas préparés pour les bouleversements écologiques provoqués par cette arrivée. Les chiens des Polynésiens, mais aussi les rats, sont rapidement chez eux et dévorent des oiseaux et des insectes qui ne savent se défendre.
Et les Polynésiens chassent, jusqu'à l'extinction, les grands moas, si faciles à repérer. L'aigle de Haast n'est pas épargné non plus. Il s'éteint en même temps que ses proies préférées, non sans devenir un monstre maori légendaire, le Pouakai. Mais pour assurer un peuplement durable, la chasse au gibier ne saurait suffire, et ces nouveaux venus et nouvelles venues entament les premières déforestations au brûlis de l'archipel pour développer l'agriculture et installer leurs habitations. En arrivant sur Aotearoa, les Polynésiens découvrent un milieu au climat tempéré qu'ils n'avaient encore jamais vu, fait de plaines herbeuses, de hautes montagnes, avec cette étrange neige sur les sommets, et surtout de forêts de feuillus et de conifères, peuplées de fougères géantes. Ce milieu, ils vont le transformer, certes, mais il va les transformer en retour aussi. À mesure que les grandes explorations du Pacifique cessent autour du XIVe siècle, Aotearoa, à l'extrémité méridionale du monde polynésien, se retrouve peu à peu en autarcie. Alors que s'efface le souvenir des proches restés sur les îles tropicales de leurs ancêtres, ces Polynésiens vont donc commencer à former leur propre peuple, leur propre identité culturelle, avec des rites, des coutumes et une cosmologie unique, mais aussi une technologie nouvelle, adaptée à cet environnement inédit. Au moment de la colonisation européenne, ce peuple se donnera pour nom celui de Maori. Ça veut dire ordinaire dans leur langue, car ils se considéraient simplement comme des humains ordinaires. Inspirés des mythes de leurs ancêtres polynésiens, les Maoris développent une spiritualité et une cosmologie respectueuses de la nature et des êtres vivants qui la peuplent. Ces principes sont à la base du Te Awa Tupua Act de 2017 et plus largement des réclamations judiciaires des Maoris depuis les années 1990. La cosmologie maori rencontre des liens qui unissent l'humain à la nature, le monde sensible au monde spirituel, les choses inertes aux choses vivantes. Les Maoris ont su construire une relation équilibrée qui ignore la distinction occidentale entre le monde humain et le monde naturel, entre le monde temporel et le monde spirituel. C'est le whakapapa. Le terme est difficilement traduisible, mais il désigne la parenté, le lien généalogique et spirituel qui unit les Maoris du présent, non seulement à leurs ancêtres humains, mais aussi à toutes les autres formes de vie qui composent la faune et la flore de notre monde, et qui sont aussi des ancêtres. En effet, les humains, comme les plantes, comme les bêtes, on descend toutes et tous de Papatuanuku et de Ranginui, de la terre et du ciel, des deux divinités originelles. Dans la conception maori du monde, l'eau n'est rien moins que le sang de cette terre, l'énergie vitale qui irrigue et assure fertilité et abondance à toutes les composantes du vivant. C'est pourquoi l'eau est considérée comme un taonga, un trésor ancestral. Ce lien est encore plus puissant parmi les iwi qui habitent au bord des rivières, à l'image de ceux du fleuve Whanganui. Ces cours d'eau sont des awatupua, des rivières surnaturelles, soit une entité vivante, animée d'un pouvoir spirituel. S'écoulant des montagnes jusqu'à la mer, de la source jusqu'à l'embouchure, elles sont une manifestation concrète du whakapapa. Il est donc du devoir des iwi qui l'habitent de protéger et de sauvegarder cette rivière. Prendre soin de la nature, c'est prendre soin des gens et inversement. Koau te awa ko te awa koau. Je suis la rivière et la rivière c'est moi, nous dit le proverbe. Cette garde collective et intergénérationnelle, c'est le Kaiti Akitanga. C'est une conception collective de la propriété qui est envisagée comme une sorte de gardiennage plutôt qu'un acte individuel d'absolue possession. 13 décembre 1642, avec son équipage, l'explorateur Abel Tasman est le premier Européen à atteindre les côtes d'Aotearoa. Il a été mandaté par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. 6 jours plus tard, ses navires sont remarqués par un iwi alors qu'il jette l'ancre dans Golden Bay. Pour la première fois, des Maoris voient ces étranges humains à la peau si claire, presque blanche, venus sur ce qu'ils pensent être des îles flottantes. Mais à cause d'un malentendu interculturel, la rencontre prend un tour funeste. Un Maori et plusieurs Occidentaux sont tués, dont un est ramené à terre pour être mangé. Un historien quelque peu caustique dira que ce marin est le premier bien européen consommé par des Maoris.
En tout cas, par crainte de nouvelles échauffourées, Tasman et ses hommes n'ont jamais vraiment posé le pied sur Aotearoa. Des cartographes restés anonymes ne tardent pas à baptiser ces terres Zeelandia Noa, en référence à la Zélande, une province néerlandaise. Le 6 octobre 1769, accompagné de son équipage et de scientifiques, l'explorateur James Cook aperçoit les côtes d'Aotearoa. 2 jours plus tard, à Poverty Bay, il rencontre pour la première fois un iwi. Une rencontre qui coûte la vie à 9 Maoris, dont un des chefs de l'iwi. Le capitaine Cook est aujourd'hui un sujet de contention dans la mémoire nationale néo-zélandaise et son navire, l'Endeavour, un symbole des oppressions à venir pour les Maoris. Reste que de ces contacts prolongés des Maoris avec les Britanniques, mais aussi avec les Français qui atteignent l'île du Nord en décembre 1769 sous le commandement de Jean-François de Surville, reste que de ces contacts donc résulte l'introduction de nouveaux aliments comme la pomme de terre, d'innovations comme les outils en métal, mais aussi, plus tragiquement, de maladies dévastatrices pour un peuple qui vivait jusqu'ici en autarcie. Car ces échanges interculturels ne sauraient masquer les appétits impérialistes qui guident les voyages de James Cook et de ses successeurs, ainsi que ceux des explorateurs français. Cook et les scientifiques qui l'accompagnent symbolisent ce besoin nouveau de l'Europe de conquérir et d'ordonner la nature et donc le monde. Ils sont en effet les premiers à vraiment cartographier la Nouvelle-Zélande, à classifier et à inventorier ses incroyables richesses naturelles, à rendre compte de la vie et de l'organisation des Maoris. Phoques, baleines, bois, lin. Cook ne manque pas dans ses rapports de souligner le potentiel économique de la Nouvelle-Zélande, riche de ses matières premières peu exploitées. Toute cette littérature aiguise la rapacité coloniale de la Grande-Bretagne pour ce bout reculé du Pacifique. Sur fond de rivalité impériale, la France et le Royaume-Uni vont ainsi se disputer pendant plusieurs décennies le contrôle de la Nouvelle-Zélande, mais aussi, un peu plus au nord, de la Nouvelle-Calédonie. En 1788, la Nouvelle-Zélande est officiellement rattachée à la colonie britannique de Nouvelle-Galles du Sud, c'est-à-dire à cette époque la moitié orientale de l'Australie. Dès 1791-1792, on commence à chasser le phoque et la baleine et à couper du bois. Et à partir de 1814, la Nouvelle-Zélande voit ses premiers peuplements européens durables, bien qu'encore très modestes. En référence à leur peau étonnamment claire, ces nouveaux et nouvelles venus sont appelés par les Maoris Pakeha. Il s'agit d'un terme non péjoratif qui est toujours utilisé de nos jours pour distinguer parmi les Néo-Zélandais celles et ceux d'ascendance européenne. En 1814, la Grande-Bretagne n'envisage pas de peupler l'archipel de colons et se contente de jouer des rivalités et du système d'obligations mutuelles qui régissent la société maori pour assurer son emprise sur Aotearoa. Loin d'être passifs face à cette colonisation rampante, les Maoris essayent aussi de tirer le meilleur parti de ces nouveaux arrivants, de leur technologie et de leurs croyances, pour renforcer le prestige et le pouvoir de leurs iwis. En plus d'être d'excellents marins, les Maoris s'avèrent être aussi des négociants intraitables, et c'est par le négoce que se diffusent les 2 innovations qui vont bouleverser à jamais le destin d'Aotearoa et les structures traditionnelles Maoris, le dieu chrétien et le fusil. Le règlement des conflits par la guerre est au cœur des coutumes maoris. Mais avec l'introduction de la poudre, cette coutume prend une ampleur inégalée. Avec ses 20 000 morts estimés, la série de conflits qu'on appelle les guerres des mousquets, qui se déroulent entre les années 1820 et 1840, avec un pic de violence en 1832-1833, marque le début du déclin démographique de ce peuple déjà rudement touché par les épidémies. On estime que de 100 à 110 000 à l'arrivée de James Cook, les Maoris ne sont plus que 70 à 80 000 au moment où débute la colonisation effective de la Nouvelle-Zélande dans les années 1840. Ces affrontements, avec les déplacements de réfugiés et l'esclavagisation des survivants, entraînent aussi la destruction de nombreux iwis. En parallèle à ces guerres, des missionnaires chrétiens venus d'Europe s'implantent sur Aotearoa. Peuple à la forte spiritualité, les Maoris se montrent assez ouverts aux discussions sur la religion, ce qui favorise le projet d'évangélisation. Amen. Il s'intensifie dans les années 1830 quand des prêcheurs maoris, souvent d'anciens esclaves, prennent la suite des Pakeha et que de premières traductions maoris des Écritures se diffusent. C'est sous cette impulsion que la pratique traditionnelle de l'esclavage et du cannibalisme finissent par disparaître d'Aotearoa et que le christianisme devient la religion dominante parmi les Maoris.
Mais les guerres des mousquets, les visées territoriales françaises et surtout les initiatives privées de colonisation portées par la New Zealand Company, qui fonde notamment Wellington, contraignent le Colonial Office de Londres de réaffirmer la souveraineté britannique sur l'ensemble de l'archipel. Pour cela, il lui faut formaliser un transfert de souveraineté depuis les Iwi vers la couronne. Le gouvernement dépêche donc William Hobson pour fonder la colonie de Nouvelle-Zélande, indépendante désormais de l'Australie, et négocier un traité avec ses Iwi. Ce sera le traité de Waitangi, du nom du fleuve qui coule dans la propriété du gouverneur, où il est signé le 6 février 1840. Waitangi, ça veut dire en maori « les eaux de la lamentation, troublantes mises en abîme ». Il est vrai que Hobson n'a reçu pour seule instruction que de respecter les formes du droit international. Comme ça, aucune puissance occidentale, comprenez la France, ne peut contester la légalité de l'annexion. L'échec cuisant d'une tentative française de colonie de peuplement la même année sur l'île du Sud met du reste fin aux ambitions de l'Hexagone dans l'archipel. Seulement, ni Hobson ni ses quelques fonctionnaires n'ont une quelconque formation juridique et ils rédigent alors en anglais un traité flou traduit en maori de manière approximative par un missionnaire. Malgré ça, ce traité régit encore à ce jour les rapports entre les Iwi et la couronne britannique. On considère que la Nouvelle-Zélande moderne est née de cette union entre le peuple de la terre, les Maoris, et le peuple du traité, les colons. En raison de la traduction douteuse, les chefs maoris n'ont toutefois pas conscience qu'ils viennent de céder à cet instant leur souveraineté politique à la reine Victoria. And now you, the Maori people of New Zealand, must decide whether or not you wish to become subjects of Her Majesty Queen Victoria and to share the rights of her other subjects, both here and across the seas. Shall I translate, Your Excellency? Thank you, Mr. Williams. S'il est vrai que les Maoris auront des droits politiques plus importants que les peuples autochtones d'autres colonies, à commencer par le droit de vote, et s'il est vrai aussi qu'ils accéderont à des mandats électifs au Parlement, qu'on ne s'y trompe pas. C'est bel et bien un système politique, social et économique au seul profit des colons qui se met en place. Des années 1840 aux années 1930, les décennies qui suivent la signature du traité sont ainsi marquées par la dépossession massive des Iwi de leurs terres et la marginalisation des Maoris au sein de la société coloniale. En vérité, le colonisé, il constitue un obstacle du simple fait qu'il est chez lui, qu'il ne veut pas quitter sa maison. Dès lors, la logique d'élimination de l'indigène est au cœur de toute initiative de colonisation de peuplement. L'historien australien Patrick Wolfe a démontré la nécessité posée aux colonisateurs de dissoudre la société autochtone pour permettre l'émergence de leur propre société. Et quand la civilisation de l'homme blanc aura empoisonné la prairie, quelle sera la place réservée à l'homme rouge? Ce qui débouche parfois sur des logiques génocidaires, comme dans les deux Amériques, en Namibie, ou dernièrement en Palestine. Car l'invasion du territoire à coloniser n'est pas pour Wolfe un simple événement, c'est la structure même de la société coloniale. Cette élimination, c'est d'abord une élimination physique, par la guerre, la conquête, la déportation, parfois l'esclavagisation, et plus indirectement par les épidémies. Entre 1492 et 1700, on estime que 85% des natifs et natives d'Amérique auraient été exterminés.
Mais cette élimination physique, elle s'accompagne la plupart du temps d'une élimination culturelle. Pour ce faire, comme ça a été le cas en Nouvelle-Zélande, l'État colonial peut, au nom du progrès et de la civilisation, mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour contraindre le peuple autochtone à adopter les normes du colonisateur. Ainsi, en 1867, la langue maori est bannie des écoles, puis progressivement de l'administration et du Parlement. On interdit aussi la médecine traditionnelle, et donc indirectement la pratique du tatouage, on interdit certaines formes d'organisation communautaire, etc., etc. Par ailleurs, l'élimination peut être plus insidieuse, comme à travers l'évangélisation par exemple. You look at these as if you've never seen anything like them before. I haven't. We don't have carvings in our houses in the north. No? I've heard about the North's embrace of the Catholic Church. The church has nothing to do with it. The church encourages our culture. And yet, you and I have no carvings. En Australie et dans les Amériques, mais aussi plus notoirement encore en Afrique du Sud, l'État colonial est allé encore plus loin. Il a dénié aux colonisés des droits politiques élémentaires. Les natives et les natifs des États-Unis n'ont obtenu le droit de vote que dans les années 1940, et celles et ceux de Bolivie ont connu le servage, j'ai bien dit le servage, jusqu'en 1953. L'État colonial peut aussi stériliser les femmes sans leur consentement et kidnapper les enfants pour en faire des blancs, deux actes qui peuvent constituer une forme de génocide. Au Canada, entre 1828 et 1996, 4000 enfants autochtones sont morts dans des pensionnats. En Nouvelle-Zélande, la logique d'élimination n'a pas été aussi poussée ou en tout cas aussi formalisée que dans ces autres États, mais elle n'a pas moins eu des effets concrets pour les Maoris. Dès le début, le gouvernement néo-zélandais local s'impose comme l'intermédiaire entre les Maoris et les colons. La spéculation sur les terres Maoris devient même, pour ce jeune État, l'une de ses principales sources de revenus. Sur la seule période 1860-1865, quasiment 16,5 millions d'hectares de terres sont pris aux Maoris. C'est l'équivalent à peu près de 30% de la France métropolitaine. Achetées à des prix en dessous de leur valeur, les terres des communautés maoris sont ensuite divisées et revendues à des particuliers. Then with axe and saw, out of the virgin forest, they fashioned their first home in this new world. En 1865, le Parlement vote le Native Land Act et met ainsi fin à la propriété collective des terres que pratiquaient les Iwis. La propriété ne peut être désormais qu'individuelle. Le gouvernement ne manque pas non plus de s'octroyer au fil du temps une large part des terres maoris inexploitées et donc, au regard du droit britannique, sans propriétaire. On encourage aussi les Maoris à s'endetter. Marginalisés dans le système économique qui se met en place à mesure qu'ils perdent leurs terres, les Maoris n'ont bien souvent plus d'autre recours que de vendre celles qui leur restent pour honorer leur traite. The family that lived here were friends of my father. They owned all the land around here, as far as you could see. They miss one piece of paperwork and it's taken from them. En tout et pour tout, avec la colonisation, les Maoris ont perdu 95% de leurs terres. En 2019, ils ne possédaient ainsi plus qu'1,4 million d'hectares sur l'ensemble de l'archipel. Sur l'île du Nord, où les Maoris sont plus nombreux, les résistances sont aussi plus fortes.
Le 10 janvier 1845, pour marquer son mécontentement envers les colonisateurs, le chef Honeheke de Liwi Ngapuhi met à bas l'Union Jack qui flotte sur Flagstaff Hill. Ce geste marque le début de la première guerre d'une série qu'on a appelée les guerres Maoris ou guerres de Nouvelle-Zélande. Elles sont menées aux côtés de tribus alliées par l'armée impériale britannique, puis l'armée néo-zélandaise créée pour l'occasion. La dernière de ces guerres prend fin en 1872 avec la défaite du chef Te Kooti, mais des résistances éparses perdurent jusqu'en 1916. Ces guerres participent de la logique d'élimination que j'évoquais plus tôt. Déjà, presque 300 Maoris sont déportés sans aucune forme de procès sur les îles Chatham, un archipel lointain du Pacifique Sud. Et puis, si on peine encore à ce jour à mesurer l'ampleur des atrocités commises par les Occidentaux, l'historien Vincent O'Malley estime que 20% de la population maori de l'île du Nord aurait été éliminée. Dans un rapport du tribunal de Waitangi, entre 1865 et 1869, on apprend que c'est même 43% de la population maori masculine de la région de Gisborne qui aurait été éliminée. Par ailleurs, l'État colonial triomphant confisque en guise de représailles, à nouveau en totale violation du traité de Waitangi, des milliers d'hectares de terres maoris qu'il s'empresse ensuite de revendre aux colons, souvent d'anciens soldats, avec une belle plus-value à la clé. Cette dépossession massive, entraînée par les guerres néo-zélandaises, est appelée par les Maoris Raupatu, la confiscation. La territorialité devient un trait intrinsèque de l'imaginaire du colonisateur. L'expérience de la dépossession, quant à elle, devient un trait de l'imaginaire du colonisé qui vient nourrir et façonner son combat décolonial. Raupatu a ainsi marqué profondément la mémoire maori. Mais pour paraphraser la chanson d'Alien Weaponry à ce sujet, les colons ils ont pris et pris mais ils n'ont pas réussi à prendre ce que sont les Maoris. Défaits militairement, mais résolus à ce que le traité de Waitangi soit enfin respecté, les Maoris vont en effet porter leur combat sur le terrain judiciaire. Ainsi, dès 1873, les Iwi du Whanganui, qui avaient pris part aux luttes armées contre les Britanniques dans les années 1860, contestent devant la justice les violations du traité. La décennie suivante, ces mêmes Iwi se portent devant la Cour suprême pour contester la destruction d'une pêcherie que le traité de Waitangi est censé protéger. Dans les années 1900, parce que fleuve navigable, le lit du Whanganui est donc nationalisé par le gouvernement et sa gestion est autoritairement transférée des mains des Iwi à celles des autorités coloniales locales. Ce contre quoi les Iwi vont à nouveau se battre devant les tribunaux pendant près de 30 ans, en vain. À la différence de l'Australie, une colonie pénitentiaire où ont été exilés dans un premier temps ceux qu'on a désignés comme la lie de la société britannique et irlandaise, la colonisation de la Nouvelle-Zélande est envisagée tout autrement. Dans la tête des premiers colons, il s'agissait ni plus ni moins que de fonder la Grande-Bretagne de l'hémisphère sud avec tout ce que cela suppose d'excellence morale. Après l'adoption de sa constitution en 1853, la colonie de Nouvelle-Zélande obtient une très large autonomie sur tous les sujets, sauf le commerce et la diplomatie, toujours assujettis au gouvernement de Londres. Cette autonomie est formalisée en 1907 lorsque la colonie de Nouvelle-Zélande devient le Dominion de Nouvelle-Zélande, autrement dit un royaume autonome associé à l'Empire britannique. Le projet colonial néo-zélandais se teinte de visée progressiste et civilisationnelle à mesure que se forge pas à pas un véritable État démocratique et social en avance sur toute une partie de l'Occident, notamment en matière de droits des femmes, de droits des travailleurs, de protection sociale. En fait, il s'agit de fonder non seulement une nouvelle Grande-Bretagne, mais une meilleure Grande-Bretagne. Il s'agit non seulement de créer une Grande-Bretagne rêvée socialement et politiquement, mais aussi physiquement.
La naissance de la Nouvelle-Zélande passe en effet par une transformation radicale de l'environnement qui s'apparente à une véritable colonisation de la faune et de la flore. On bâtit des villes comme en Europe, on terraforme des paysages, on place des plantes européennes pour que les colons n'aient pas le mal du pays, loin de leurs bocages et de leurs jardins à l'anglaise. Des sociétés d'acclimatation introduisent des saumons, des truites, des lapins, des cailles, des renards, des biches, etc. pour que le sportsman et la sportswoman retrouvent le gibier que lui et elle avaient plaisir de chasser et de pêcher dans leur pays. Conformément aux visées utopiques et progressistes des premiers colons britanniques, on veut aussi assainir la nature et mettre son pouvoir au seul service de l'homme. On assèche les marais et on arrache les fourrés pour créer de grandes plaines herbeuses jugées plus hygiéniques. On compartimente les fleuves en cimentant ses berges et en construisant des barrages. On met en canalisation ses rivières. Loin de la spiritualité maori, pour les colons, la nature ne s'apprécie plus qu'à l'aune d'un unique critère, son utilité pour les humains. Car bien sûr, cette colonisation de la faune et de la flore revêt également des motivations économiques. On laboure et on brûle les forêts et les prairies naturelles pour y planter de l'herbe européenne à même de nourrir le bétail, en particulier des moutons peu friands de l'herbe locale. La laine et son exportation deviennent au tournant du 19e siècle la principale ressource économique de l'archipel. On comptait alors 10 fois plus de moutons que d'humains. Plusieurs ruées vers l'or permettent aussi le développement économique rapide de la colonie. Ce transfert massif de terres depuis les colonisés vers les colons, cette privatisation et cette marchandisation de la nature et de communs environnementaux, c'est ce que Karl Marx appellerait l'accumulation primitive du capital. Oula, qui prédomine. L'esprit socialo-marxiste. Oui. L'accumulation primitive du capital, ça désigne le processus historique de transition vers un mode de production capitaliste, celui-là même qui régit toujours nos sociétés aujourd'hui. Entre le XVIIIe et le XIXe siècle, la Grande-Bretagne, puis le reste de l'Europe, ont ainsi vécu un processus historique violent qui a vu les terres et les ressources naturelles privatisées ou arrachées à leurs propriétaires initiaux pour leur incorporation dans le capital. Avec la privatisation des terres communales, les petits paysans perdent leurs moyens de subsistance. Tandis que les petits artisans indépendants, eux, ne peuvent pas lutter non plus face à la concentration et à la rationalisation des moyens de production au sein d'un même lieu, l'usine. Lavoratori, buongiorno. La direzione aziendale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Il ne reste plus alors à ces travailleurs et à ces travailleuses que leur force de travail, qu'ils et elles sont contraints de vendre aux nouveaux détenteurs des moyens de production, c'est-à-dire la bourgeoisie. La fierté de travailler dans l'usine pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Et c'est ça que vous pouvez rendre possible. Je vous remercie. Cette masse laborieuse, atomisée, privée de ses droits, à la merci de la bourgeoisie, vient former la classe ouvrière. Dans le contexte d'une colonie comme la Nouvelle-Zélande, dont l'économie a longtemps reposé uniquement sur l'extraction de ressources pour sa métropole, l'incorporation de terres et de ressources dans le capital constituait, dans un premier temps du moins, une fin en soi. Il faut ainsi attendre les décennies 40-60 et le développement de l'industrie pour assister à la transformation de la population autochtone rurale d'Aotearoa en prolétariat. Il est vrai qu'en 1896, la population maori, avec ses 42 000 individus, a atteint le niveau le plus bas de son histoire. À partir de 1860, les Maoris ne peuvent en effet plus rivaliser avec l'afflux massif d'immigrants britanniques, irlandais, scandinaves, allemands, mais aussi français, chinois, indiens, polonais, croates, italiens, pacificas. Les pacificas sont les océaniens non maoris de Nouvelle-Zélande, arrivés après les Européens. Le peuple du traité compte ainsi environ 700 000 individus dans les années 1890. Au tout début du XXe siècle, la disparition de la culture maori devient dès lors une évidence pour l'élite néo-zélandaise blanche.
mais aussi pour certains Maoris qui prédisent à leur peuple le même destin que celui des Moa exterminés par leurs ancêtres. Pour autant, Patrick Wolf montre que la logique d'élimination indispensable à la mise en place d'une société coloniale s'accompagne aussi dans un second temps d'une volonté de récupérer une part de cette indigénéité pour se distinguer de la métropole, pour affirmer un particularisme, une identité nationale propre. Au nom de la civilisation et du progrès, les Maoris sont donc appelés à s'assimiler et leur culture à n'être plus qu'une petite composante folklorique d'un nouvel ensemble à dominante britannique et blanche, la nation néo-zélandaise. Cette nation gagne progressivement son indépendance dans les faits après la Première Guerre mondiale, juridiquement après la Seconde, quand le Dominion devient un royaume souverain. Particularité locale, fière d'appartenir à un empire dont les bienfaits pour l'humanité ne connaissent pas d'égal, comme l'affirmait l'un de ses gouverneurs, la Nouvelle-Zélande est donc une colonie qui est devenue indépendante sans qu'elle l'ait demandé, mais qui n'a pour autant jamais été véritablement décolonisée. Cette fierté d'appartenir à un plus vaste ensemble, ce tropisme nettement britannique, il n'empêche pas pour autant l'affirmation dans la première moitié du XXe siècle d'une identité proprement néo-zélandaise. So here's this wee fella. Cette affirmation identitaire amorce ainsi une évolution du regard porté sur la nature unique et exceptionnelle d'Aotearoa. La wilderness, pour employer un mot d'anglais plus approprié, s'impose comme une composante centrale de cette identité. La préservation de la nature revêt donc, selon cette perspective, un aspect quasi nationaliste. Il faut dire qu'il y a urgence. En 1840, à la fondation de la colonie, la forêt primaire couvrait 50% du territoire de l'archipel, elle n'en couvre plus que 25% en 1900. L'exploitation à outrance des terres et des ressources de Nouvelle-Zélande, l'introduction d'une faune et d'une flore exogènes ont déjà entraîné à cette date des dégâts parfois irréversibles et la mise en danger, voire l'extinction de plusieurs espèces, comme le huia, un oiseau rare, encore cher aux Néo-Zélandais de toutes origines. Il y a déjà eu des premières initiatives de protection de l'environnement comme le Forest Act de 1874, mais elles répondent davantage à un besoin de sécuriser des ressources pour le futur qu'à un quelconque souci pour les écosystèmes. C'est vraiment au commencement du XXe siècle qu'une partie des Pakeha prennent conscience de la valeur intrinsèque de ce patrimoine naturel. Le botaniste Leonard Cochrane, l'un des premiers écologistes de l'archipel, contribue beaucoup à cette prise de conscience et à une approche plus scientifique de la question. En écho à cette prise de conscience balbutiante, en 1909, 1,2 million d'hectares de forêt sont sanctuarisés. Pour autant, il ne vient pas encore à l'esprit des Pakeha qu'ils pourraient bénéficier des connaissances et de la spiritualité des Maoris pour protéger la nature. Un paradigme purement occidental préside en effet à cette logique de préservation empreinte de cette idée venue des Lumières, selon laquelle il existe une stricte séparation entre les humains, la civilisation donc, et une nature supposément virginale. Pour un Européen, préserver la nature, c'est donc en exclure les humains. D'autant qu'au-delà de ces sanctuaires, on ne remet aucunement en question la vision purement utilitariste d'une nature toute vouée à la production économique et au loisir. L'accaparement des terres maoris, que suppose un tel modèle de développement, se poursuit donc plus que jamais dans la première moitié du XXe siècle. Le poète et homme politique de centre-gauche William Pember Reeves déclare même « Où personne ne s'est tenu, nous nous tenons, et affrontant tempêtes, sécheresses et inondations, nous combattons la nature pour une maison. » Le mythe états-unien des terres vierges labourées par des pionniers n'est décidément pas loin. Entre 1891 et 1928, pourtant, plusieurs commissions parlementaires, coprésidées par des députés maoris, rédigent des rapports accablants sur les violations répétées du traité de Waitangi et les conséquences économiques, culturelles et sociales pour les Maoris de l'aliénation de leurs terres. Parmi les députés qui portent la voix de leur peuple à Wellington, se trouve le plus influent d'entre eux, Sir Apirana Ngata, de Liwi Ngati Porou, dans la région de Gisborne.
Membre d'une famille d'aristocrates, il va adopter certains traits des Pakeha pour mieux promouvoir tout au long de sa très longue carrière politique la culture et les intérêts maoris. Ministre des Affaires indigènes entre 1928 et 1934, il met sur pied un plan pour les terres maoris afin d'aider les fermiers de son peuple à consolider leurs exploitations face aux velléités territoriales des fermiers Pakeha, autrement mieux favorisés par le système économique, à commencer par les banques. Par ailleurs, tout au long de l'entre-deux-guerres, les communautés maoris, qui connaissent un lent rebond démographique depuis les années 1900, ne cessent de réclamer si ce n'est des restitutions, en tout cas des dédommagements financiers et des réajustements cadastraux. Il faut attendre le rapport de la Royal Commission of Inquiry de 1928 pour qu'enfin certaines réclamations soient traitées, une première. Mais les compensations accordées sont bien faibles en comparaison des préjudices causés par la colonisation. Peut-on attendre du reste que l'État remette en cause un processus dans lequel il prend lui-même une part active ? Entre 1912 et 1930, les Maoris sont dépossédés d'environ 1,4 million d'hectares de terres supplémentaires, fragilisant toujours plus leur mode de vie rural et diminuant toujours plus leurs sources de revenus. En dépit de cette réalité et des discriminations systémiques, la majorité des Pakeha perpétue ce mythe selon lequel la Nouvelle-Zélande possède les meilleures, je mets des guillemets bien sûr, relations raciales au monde. And that means, and may peace last forever between Maori and Pakeha. Dans les manuels scolaires de l'entre-deux-guerres, on apprend aux petits néo-zélandais, de toutes origines, que le traité de Waitangi est, je cite, le plus juste des traités jamais signés entre des Européens et une race indigène. Le seul moment où les Maoris ont posé problème, c'est quand ils ont exprimé de l'ingratitude envers les Européens, malgré le cadeau de la civilisation qui leur a été offert. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Dans les faits, jusqu'au second conflit mondial, Maoris et Pakeha forment deux communautés isolées l'une de l'autre qui interagissent peu ensemble. Les Maoris sont traités par l'État non sans un paternalisme colonial infantilisant. Et puis, les Maoris subissent au quotidien des discriminations et un racisme qui n'ont certes, en raison du traité de Waitangi, jamais été institués dans la loi, comme ailleurs dans l'Empire, mais qui ne structurent pas moins une société dominée par les Blancs d'ascendance britannique, voire irlandaise dans une certaine mesure. Car le racisme touche non seulement le peuple autochtone d'Aotearoa, mais aussi les immigrants racisés et leurs descendants, à commencer par les Indiens, les Pacificas et les Chinois, considérés, je cite, comme des immigrés éternels. Les Chinois, non ressortissants de l'Empire, protégés par aucun traité, voient leurs droits politiques et sociaux entravés au nom d'un suprémacisme blanc assumé et revendiqué. Ainsi, entre 1908 et 1952, les Chinois sont privés du droit de vote, interdits d'exercer de nombreuses professions et leur entrée en Nouvelle-Zélande est strictement encadrée via un impôt. Il faut en outre attendre 1936 pour que les Chinois mais aussi les Indiens puissent toucher une pension de retraite. Le 1er septembre 1939, Hitler annonce au Reichstag que depuis ce même jour, 5h45, l'Allemagne tire sur la Pologne. La Seconde Guerre mondiale, et plus encore les décennies qui suivent, vont venir bouleverser cet ordre. Premier règle polonais arraché. Les barrières symboliques des frontières sont ouvertes. Plus de 200 000 Kiwis serviront sous pavillon néo-zélandais ou britannique. 12 000 ne reverront jamais leur archipel. Entre 1945 et les années 70, la Nouvelle-Zélande connaît les mêmes transformations démographiques, économiques, sociales et culturelles que celles des autres pays occidentaux et qu'on a appelées en France les 30 Glorieuses. Les Maoris n'échappent pas à ces transformations. La lente mais constante augmentation de la population depuis le début du XXe siècle se transforme après la guerre en véritable baby-boom. À la fin des années 1940, les Maoris sont désormais plus nombreux qu'ils ne l'étaient à l'arrivée de James Cook. Ce boom des naissances alimente un phénomène migratoire presque aussi structurant pour les Maoris que leur arrivée sur Aotearoa quelques siècles plus tôt, l'exode rural. À l'exception de quelques iwis gagnés par l'expansion urbaine, jusque dans les années 1940, 90% des iwis habitaient à la campagne. Ils vivaient de l'exploitation des terres qui leur restaient à travers de petits élevages familiaux ou comme ouvriers agricoles ou bien comme pêcheurs.
Outre le baby-boom, c'est le besoin de main-d'œuvre des usines pendant la guerre, puis le boom économique qui suit, mais aussi l'industrialisation des fermes tenues par les Pākehā, dont les rendements écrasent ceux des exploitations familiales maoris, qui produisent un exode rural massif, au point de faire des Maoris aujourd'hui au XXIe siècle une population à plus de 80% urbaine. Plusieurs des banlieues des villes de l'archipel, particulièrement à Auckland et à Wellington, se transforment en quartiers maoris, favorisant un phénomène de ghettoisation à mesure que les Pākehā, qui refusent toute cohabitation, partent s'installer ailleurs. Aucune ségrégation n'est formellement mise en place par les pouvoirs publics, mais les Maoris ne subissent pas moins des vexations et des discriminations au sein d'un espace urbain entièrement conçu et régi par les Blancs et leurs mœurs. En témoigne, pour prendre un exemple, le système judiciaire. Charged with attempt to defraud, Your Honour. The accused offered to sell a stretch of tribal land to which he was not the owner. How do you plead? The defendant pleads guilty, Your Honour. Term of imprisonment, 1 year. Remove the defendant. Paul Mahairi Poata. Et s'il émerge une petite classe moyenne maori, dans ce nouvel environnement se forme aussi une population prolétarienne vulnérable et précaire. C'est elle la première qui pâtit de chaque ralentissement de la croissance. Surtout, ces Maoris se retrouvent peu à peu séparés de ce qu'ils sont et de ce qui structurait leur vie. Ils sont coupés de leur famille, de leur communauté, du whakapapa. Les nouvelles générations, qui naissent dans les villes sans connaître leurs iwi d'origine, ont perdu tout contact avec leur culture, sans être considérés néanmoins autrement que comme des Maoris par les Pākehā. Ces mêmes Pākehā pourtant si prompts à exiger d'eux qu'ils s'assimilent à la culture blanche dominante. Et de fait, jamais la langue maori n'a été si proche de disparaître que dans les années 1970, et donc avec elle, je le rappelle, la tikanga maori, la coutume transmise dans cette langue. En 1953, seuls 23% des écoliers maoris maîtrisaient encore leur langue ancestrale. Ils ne sont plus que 5% en 1975. Le tissu social est également affecté par l'absence de marae, ces maisons communautaires, centrales pour la sociabilité des Maoris, pour leur spiritualité, pour leurs événements culturels, mais aussi pour la transmission de leurs coutumes et de la mémoire de leurs ancêtres. Cette précarité économique comme culturelle confronte en des proportions inédites ces Maoris des classes populaires aux problèmes de la violence, de la criminalité, de l'addiction, mais aussi, chez les femmes Maoris, aux problèmes des violences sexistes et sexuelles. It's the opening of the 28th New Zealand Parliament. La réponse de l'État face à cette détresse est dérisoire quand elle n'est pas inexistante. En 1947, le gouvernement travailliste du moment reconnaît officiellement le terme maori pour désigner celles et ceux que l'État, à rebours de la société, continuait d'appeler les indigènes. Il faut attendre 1962 pour que le gouvernement désormais conservateur réponde par le Maori Welfare Act aux difficultés sociales et économiques des Maoris, mais de manière très insatisfaisante. Face à cette inaction, une nouvelle génération de Maoris refuse de céder au pessimisme de certains de leurs aînés et rentre dans un rapport de force avec le pouvoir colonial. Down by the mud pools, once upon a time in the land of the long white cloud, the hungry tribesmen gathered for a meeting and a warrior spoke to the crowd. By golly, boys, I had enough of this stuff called moa bone stew. If you want to put some meat into the kai that you've been eating, I got a new soup for you. I call it Puhar and Pakeha, Puhar and Pakeha, the finest food you could ever wish for. Better flat a big flat flaxen dish for Puhar and Pakeha.
L'urbanisation a eu un impact inattendu parmi ce peuple résilient s'il en est. Elle a favorisé l'émergence d'une maorité multitribale. Formée dans les églises, dans les associations culturelles ou les organisations caritatives, une identité maori nouvelle a en effet bourgeonné. Elle n'est plus seulement ramenée à l'iwi d'appartenance, mais aussi à ce qui fait commun entre ces iwi, à commencer par l'expérience de la colonisation et de son racisme systémique. Le leadership traditionnel perdure, mais il se voit complété, enrichi par de nouvelles formes qui n'ont plus besoin des structures sociales traditionnelles pour asseoir leur légitimité. D'abord culturel, ce mouvement se fait bien vite politique. En premier lieu, parmi les classes moyennes maoris, sur les campus universitaires d'Auckland et de Wellington, à l'image d'organisations pionnières, comme Enga Tamatoa, les guerriers, ou la Maori Organization on Human Rights, l'organisation maori pour les droits humains. Ces orgas sont une réponse à la Maori Affairs Amendment Act de 1967, une loi portée par les conservateurs au pouvoir pour faciliter encore davantage la spoliation des terres maoris. Plus que jamais, l'expérience de la dépossession territoriale détermine toutes les autres revendications culturelles, sociales et politiques des premiers Néo-Zélandais. We will regain Maori and Pākehā alike a greater sense of respect for each other, a greater feeling that we are something, with a mana, with a tongue, with a heritage, with an identity. Car ces orgas et d'autres qui apparaissent dans la foulée élargissent leur terrain de lutte. Elles promeuvent la langue et la culture maori. Elles militent pour une meilleure représentation des Maoris dans les médias, pour une égalité effective face à un système judiciaire jugé raciste, pour un contrôle maori des organismes gouvernementaux de tutelle des terres autochtones. Ces orgas appellent aussi à repenser les célébrations annuelles de la signature du traité de Waitangi. Elles se joignent en outre aux actions contre l'apartheid en Afrique du Sud, avec laquelle la Nouvelle-Zélande entretient des liens culturels, diplomatiques et politiques forts. En 1960, par exemple, l'exclusion de tous les joueurs maoris des All Blacks en vue d'un match en Afrique du Sud avait suscité une indignation nationale bien au-delà de la seule communauté maori. Tout comme chaque tournée des Springboks en Nouvelle-Zélande, jusque dans les années 1980, suscite de vives oppositions. Il faut attendre 1984 pour qu'enfin la Nouvelle-Zélande rompe ses relations avec l'Afrique du Sud et sanctionne son régime d'apartheid. C'est que le combat décolonial des Maoris n'est pas à décorréler d'un contexte global de contestation du colonialisme et de l'impérialisme des Occidentaux. Je parle du renouveau des nationalismes régionaux en Europe et au Canada, mais aussi bien sûr de la fin, officielle du moins, des empires coloniaux. La Nouvelle-Zélande elle-même possède depuis la Première Guerre mondiale quelques modestes colonies dans le Pacifique, que ce soit des colonies britanniques qu'elle administre elle-même, comme Tokelau ou Niue, ou bien des territoires qu'elle a pris aux Allemands, comme les Samoas occidentales. Puis bien sûr, il y a la guerre au Vietnam. La Nouvelle-Zélande y a déployé des troupes combattantes dans le cadre de son alliance stratégique avec les États-Unis. Et dans l'archipel, comme dans le reste du monde, cette guerre, elle vient cristalliser toutes les luttes anti-impérialistes des années 1960. C'est aussi à cette période, enfin, qu'en Océanie et dans les Amériques, de premiers mouvements commencent à faire entendre la voix des minorités racisées, et notamment celle des peuples autochtones. L'ONU s'empare aussi de ces enjeux avec la création du groupe de travail sur les populations autochtones. Different faces, many races, living in the sun. Les revendications des Maoris trouvent d'autant plus d'écho que dans les années 1970, la société néo-zélandaise, qui accueille une nouvelle vague d'exilés venus d'Asie, commence timidement, à l'image des pubs pour le café Greg's, à embrasser un multiculturalisme et une identité métissée qu'elle feignait jusqu'à présent d'ignorer. Signe de ces changements, en 1971, l'État interdit, sur le papier du moins, toute forme de discrimination raciale. Greg's, as always, the good taste of our times. Les communautés pacifica chinoises et indiennes, les plus conséquentes d'Aotearoa après les Pakeha et les Maoris, commencent aussi dans ce contexte à s'affirmer politiquement et culturellement en réponse au racisme et aux discriminations systémiques qu'elles subissent depuis la fondation de la Nouvelle-Zélande. Then one day, there weren't enough jobs either. The people became angry, and violence broke out. Especially among those who had come from other places expecting great things. Le harcèlement policier institutionnalisé qui a cours entre 1974 et 1979, appelé les Dawn Raids, les descentes de l'aube, a par exemple profondément marqué la conscience politique de la communauté pacifica. Au nom de la lutte contre l'immigration clandestine, ces descentes policières, à la violence et au racisme débridé, approuvées par les travaillistes comme les conservateurs, touchent indifféremment les sans-papiers comme les citoyens néo-zélandais.
Sur la seule base d'une ethnicité et d'une couleur de peau jugée trop foncée, la police arrête des gens dans la rue, à leur travail et même chez eux. Dans certains médias, on affirme qu'il faut les expulser car ils volent le travail des bonnes et des bons Néo-Zélandais. On notera pourtant que dans les années 1970, en Nouvelle-Zélande, l'écrasante majorité de sans-papiers étaient des blancs venus d'Europe et d'Amérique du Nord, et non les migrants océaniens. En vérité, en 1981, les Pacificas ne représentaient que 3% de la population. What was it that caused you to become what you now call revolutionaries? Oh, the oppression and the racism that we suffer 24 hours a day. Ainsi, résolu à voir ses droits enfin respectés, un groupe de Pacificas va fonder la branche polynésienne des Black Panthers, un mouvement qui rentre immédiatement en solidarité avec la lutte maori. Ce mouvement politique prend vite de l'ampleur et participe de l'éclosion d'une conscience et d'une fierté pan-océanienne dont Auckland devient l'épicentre. Today, I stand on behalf of the New Zealand Government to offer a formal and unreserved apology to Pacific communities for the discriminatory implementation of the immigration laws of the 1970s that led to the events of the Dawn Raids. Whanganui is a nuclear-free zone. Do you have any atomic weapons? Only a small one. Hand it over, bucko! Now you're welcome. Mais j'anticipe sur le reste de la vidéo. Revenons dans les années 1970-1980 et sur les contestations d'ampleur qui signent l'affirmation politique et culturelle des Maoris face à l'État colonial. Durant cette période, la lutte des iwi du Whanganui trouve un nouveau souffle quand l'État décide d'engager l'élargissement d'installations hydroélectriques en amont du fleuve, quitte à bouleverser son cours et son débit. Une décision naturellement prise sans aucune concertation avec les iwi, pourtant les premiers concernés. Mais parmi les mouvements qui émaillent les années 70-80, il y en est deux qui sont la matrice de tous les autres, la Maori Land March et l'occupation de Bastion Point. La Maori Land March a lieu en 1975. Elle est portée par la grande leaduse maori, Dame Fina Cooper. Pendant ses 98 ans d'existence, celle qui a accédé au titre de Te Whaiau o Te Motu, de mère de la nation, s'est battue jusqu'au bout pour la restitution des terres et l'affirmation d'une Aotearoa post-coloniale et inclusive. Let us all remember that this treaty was signed so that we can live together as one nation in Aotearoa. Née en 1895 dans l'Iwi Terarawa, tout au nord d'Aotearoa, elle appartient en effet à l'aristocratie traditionnelle. En 1918, elle succède même à son père à la tête des 2 hapus qu'il dirigeait au sein de leur iwi, un honneur rare pour une femme maori de 1918 qui ne l'empêche pas de s'imposer comme une chef tribale de premier plan pendant l'entre-deux-guerres. Aux côtés de son second époux, William Cooper, elle soutient Sir Apirana Ngata pour la mise en œuvre de son programme agraire. Puis, à la fin des années 1940, Fina, devenue veuve, immigre à Auckland pour devenir travailleuse sociale. Entre 1951 et 1957, elle est la présidente de la Maori Women's Welfare League, la ligue de protection des femmes maoris, qu'elle transforme en la première plateforme maori nationale et en un important groupe de pression politique. En tant que leaduse traditionnelle et travailleuse sociale, Fina témoigne des difficultés rencontrées par les Maoris avec l'urbanisation. C'est alors qu'elle comprend l'importance d'un leadership multitribal et qu'elle fonde en 1975, à l'âge de 80 ans donc, l'organisation Te Ropu Matakite, ceux qui ont une vision pour l'avenir. C'est par le biais de cette plateforme qu'elle co-organise la Maori Land March, entourée de jeunes militants et de jeunes militantes maoris. Kei te mohi o hau ki te taitokerau. Ko te tai iwi puhai hai te ni. Hai! We are marching to Parliament. And no more land to be sold. De septembre à octobre 1975, Fina Cooper prend ainsi la tête de ce qu'on appelle en maori un hikoi et entame à pied, malgré ses 80 ans et son arthrose, les 1000 km du parcours qui relie l'extrémité septentrionale de l'île du Nord, où se trouve son iwi, à l'extrémité méridionale, où se trouve Wellington, la capitale.
De 50 au départ, les manifestants sont 5000 à l'arrivée, un nombre conséquent pour un pays qui compte alors 227 000 Maoris. À l'arrivée, Fianna Cooper, revêtue de son corouaille de plumes, dépose auprès du Parlement néo-zélandais une pétition signée par de nombreux Maoris. La pétition demande formellement la restitution des terres maoris volées par l'État colonial. Le succès et l'ampleur de ce hikoi, largement couvert par les médias, va marquer profondément l'inconscient de tous les Néo-Zélandais et de toutes les Néo-Zélandaises, un peu à l'image de cette photo, devenue l'une des plus iconiques de l'histoire d'Aotearoa. On y voit Fianna, au lancement de la marche, tenant par la main Irene Cooper, sa mokopuna, sa petite fille de 3 ans. L'autre événement qui participe de l'affirmation politique des Maoris, c'est l'occupation de Bastion Point, dans la banlieue d'Auckland. Elle est menée entre 1977 et 1978 par Joe Hawke, un fils d'ouvrier d'Auckland et un ami proche de Fianna Cooper. La lutte pour la propriété de Bastion Point résonne avec l'histoire douloureuse d'Auckland. La première capitale de Nouvelle-Zélande s'est en effet construite pour partie sur les terres de Liwi Engati Fatua, l'un des signataires historiques du traité de Waitangi. Malgré les garanties données par la couronne, l'expansion urbaine n'a eu de cesse de grignoter et d'accaparer les terres de Liwi. Et Bastion Point devient alors le point de crispation du combat de Liwi Engati Fatua contre le vol de ses terres. Bastion Point lui a été confisqué en 1885 au nom de la défense nationale, mais le terrain, une fois démilitarisé, n'a jamais été rendu aux Maoris. La question de sa propriété revient sur le devant de la scène quand, en 1976, la couronne annonce le lancement d'un projet immobilier de luxe à Bastion Point. En protestation, les Maoris décident en 1977 d'occuper les lieux. Ils y fondent une communauté, des familles s'installent, on y construit des maisons de fortune et on y cultive cette terre, leur terre, promise à la bétonisation. L'occupation dure 507 jours et le combat des Maoris de Bastion Point cristallise bien vite celui de tous les autres et de toutes les autres Maoris à travers l'archipel. La couronne refuse pourtant de céder un seul pouce et le 25 mai 1978, elle envoie la troupe pour étouffer le mouvement. 500 policiers et soldats sont déployés, c'est alors la plus grande opération policière néo-zélandaise. 222 occupants sont arrêtés sans ménagement, le camp est rasé. L'ampleur inédite de cette opération met alors pleinement en lumière le traitement discriminatoire des Maoris par la couronne. Mais 10 ans après, la justice donne enfin raison à Liwi Engati Fatua. Bastion Point et sa terre. Ce happy end judiciaire est une décision du tribunal de Waitangi. Créé en 1975 par les travaillistes, c'est en 1985 que cette juridiction se voit investie de l'autorité pour traiter de l'ensemble des litiges entre la couronne et les Maoris depuis la signature du traité de Waitangi en 1840. Car malgré la répression des militants de Bastion Point, le rapport de force institué par les Maoris sur le terrain et dans les urnes, depuis les années 60, commence à payer. Les travaillistes du Labour, qui craignent de perdre un électorat maori traditionnellement acquis, mais aussi les conservateurs du Parti national, ont en effet pris acte de cette évolution, tout comme de l'évolution du regard porté par une majorité de Pākehā sur les Maoris. Des politiques sociales sont mises en œuvre, des subventions pour la création et l'entretien des marae sont créées, et l'apprentissage de la langue est réintroduit partiellement à l'école. En 1987, sur recommandation du tribunal de Waitangi, le maori devient même langue officielle. Et 3 ans après, les députés maoris ne sont plus tenus de parler anglais. Le maori, c'est d'ailleurs de toutes les langues parlées en Nouvelle-Zélande, à commencer par l'anglais, la seule langue officielle de ce pays aux côtés de la langue des signes locale. Bien qu'encore menacée à ce jour, la langue maori bénéficie ainsi depuis les années 1980 d'un regain d'intérêt réel parmi les maoris, mais aussi parmi les néo-zélandais et les néo-zélandaises d'autres horizons. Selon le recensement de 2018, 190 000 d'entre eux le maîtrisaient suffisamment pour tenir une conversation, soit 4% de la population.
55% des Maoris ont quant à eux déclaré à la faveur de ce même recensement en posséder au moins des bases et l'utiliser régulièrement. Il est commun à partir des années 80 de parler de renaissance maori. Une renaissance politique donc, mais aussi culturelle et artistique. Certaines pratiques presque éteintes voient leur retour, comme celle du moko, ces tatouages faciaux qui révèlent le prestige de son porteur, mais marquent aussi sa connexion avec le whakapapa. De même, les artistes et les écrivains de cette communauté connaissent dans la société une visibilité inédite. En 1990, Alan Duff publie son premier roman, L'âme des guerriers, un succès de librairie porté en 1994 à l'écran par Lee Tamahori et Rewea Brown. On y trace le portrait d'une famille maori dysfonctionnelle qui habite une banlieue prolétaire d'Auckland, entre un père absent, alcoolique et violent, une mère aimante mais impuissante face à sa condition, et des enfants livrés à eux-mêmes mais soudés par une forte adelphité. L'âme des guerriers rend compte de la déculturation, de la violence, de l'alcoolisme et de la misogynie qui minent la partie la plus pauvre de la communauté maori, mais il rend compte aussi du désir des jeunes maoris, comme une réponse à leur déracinement et à l'errance de leurs aînés, de renouer avec la culture de leur peuple, avec l'âme de leurs ancêtres guerriers. No, stop. It's good, but it's not good enough. I've told you for this time and again, this haka won't work until you get the first action right. Pakatonia maite wairua. You're reaching up for all these ancestral lines and you're pulling them down into your body. The wairua of your ancestors. Some of you look as though you're reaching for butterflies or something. Now let's do it again. And wake up! Toru! Ha! Parallèlement à ces enjeux, les années d'après-guerre sont marquées par l'émergence d'un autre mouvement contestataire, le mouvement écologiste. À mesure que s'érodent les terres conquises sur la forêt, à mesure que la qualité de l'eau se dégrade avec l'industrialisation et l'agriculture, que des animaux emblématiques comme le kiwi sont menacés d'extinction, il devient évident pour beaucoup de Néo-Zélandais et de Néo-Zélandaises qu'il est impératif de repenser les politiques environnementales d'Aotearoa. La campagne Save Manapori, lancée en 1969, est cet électrochoc qui vient conscientiser tout un peuple, celui de la terre comme celui du traité, de droite comme de gauche. Pour satisfaire aux besoins énergétiques d'une usine d'aluminium, l'État ambitionne en effet depuis 1958 d'augmenter le niveau d'eau du lac Manapuri dans la moitié méridionale de l'île du Sud. Pour flatter les intérêts privés bien dérisoires de quelques-uns, l'État signerait par un tel acte la destruction d'un écosystème construit patiemment par la nature sur des millénaires. 800 hectares de berges se seraient ainsi érodés. En vérité, ni les conservateurs ni les travaillistes, acquis au lobby de l'industrie, ne s'attendaient à une telle unanimité de la société contre un projet sur lequel il existait pourtant, au Parlement, un consensus bipartisan. En 1970, le mouvement dépose devant cette chambre une pétition signée par environ 265 000 Néo-Zélandais et Néo-Zélandaises, soit presque 10% de la population du pays. Sous cette pression contestataire inédite, le sauvetage du lac Manapuri devient donc un des enjeux des législatives de 1972, et c'est ce qui fait gagner les travaillistes qui font volte-face et enterrent le projet. En réponse à la contestation, le gouvernement met aussi sur pied les gardiens de Manapuri, une structure de gouvernance novatrice qui associe les acteurs de la société civile à la conservation du lac, un précédent lointain au Te Awa Tupua Act. Cette victoire de la campagne Save Manapuri ne change pourtant pas fondamentalement le paradigme à l'œuvre dans les agences environnementales de l'État, vouées depuis leur création au XIXe siècle à gérer des ressources sur des critères purement économiques plutôt qu'à préserver véritablement l'environnement. C'est autour de ces enjeux que les organisations écologistes d'Aotearoa vont se structurer dans les années 1970 pour continuer à faire pression sur le gouvernement. Economic growth means more productivity, more people, more pollution. It also means more money, so we're told. Can money buy us a new planet? En 1972, le Values Party est fondé. Il s'agit de l'un des premiers partis écolos au monde. Ce militantisme actif induit la création en 1974
de ce qui deviendra le Department of Conservation, ou DOC, une agence gouvernementale centralisée dédiée à la conservation de la nature. L'action du mouvement écologiste pousse en outre les conservateurs en 1981 à interdire l'exploitation des cours d'eau restés sauvages. Toutefois, dans la tête des conservateurs, c'est moins pour des raisons écologiques que pour favoriser le tourisme. People are more important than progress. Excuse me butting in, but I thought I heard you mutter that there's nothing richer tasting than the taste of Anchor butter. No, there's nothing richer tasting than the taste of Anchor butter. The reasons right here are growing out the ground. It's this green, green grass that grows all year round. Why, right through the winter you'd find it'd last you, which is why Anchor cows can always eat pasture. That rich, creamy taste, there's no way you can mistake it, even though other spreads try their best to imitate it. When you tried Anchor butter, there's no richer to be found, 'cause only Anchor cows eat grass all the year round. C'est qu'avec le boom de l'industrie laitière depuis l'après-guerre, les déchets de l'élevage bovin rejetés dans les cours d'eau s'ajoutent aux quantités déjà considérables de déchets produits par l'élevage de moutons. Une pollution pour laquelle, à cause de la puissance de ces lobbies, l'industrie laitière n'a eu en tout cas à rendre de compte que dans les années 2000. Le pH et l'équilibre écologique des rivières sont d'autant plus menacés qu'en moyenne, 3 millions de tonnes de pesticides étaient répandus par avion chaque année depuis l'après-guerre. En 1985, la Nouvelle-Zélande, petit pays pourtant, a même consommé à elle seule 2% de la production mondiale d'engrais. À ça, s'ajoute aussi la baisse du débit des rivières à cause de leurs usages agricoles et hydroélectriques. Et ce qui est une nuisance pour le tourisme devient une menace existentielle pour les Maoris, dont 3/4 de leurs cours d'eau culturellement et spirituellement significatifs sont encore à ce jour pollués par l'agriculture industrielle. Il faut dire que toutes ces mesures en faveur de l'environnement, prises au cours des années 60-70, elles continuent d'ignorer le rôle que pourraient y jouer les Maoris, leur communauté et leur connaissance sur la nature dans la conservation de celle-ci. Petite parenthèse, on notera aussi, bien que ce n'est pas tout à fait le sujet de cette vidéo, que le mouvement écologiste néo-zélandais, mais aussi la politique des gouvernements conservateurs comme travaillistes, ont été très marqués par l'opposition aux essais nucléaires de la France dans le Pacifique entre les années 70 et 90. Je ferai peut-être un jour un épisode là-dessus. Il faut attendre l'administration travailliste qui gouverne entre 1984 et 1990 pour qu'un véritable tournant politique soit amorcé par l'État néo-zélandais en matière de préservation de la nature. Avec le Resource Management Act, présenté en 1989 mais voté en 1991 après le retour des conservateurs au pouvoir, les travaillistes proposent ni plus ni moins que de rebooter le code de l'environnement néo-zélandais en incluant à la fois la société civile et les communautés traditionnelles maoris dans le processus de décision et en reconnaissant la valeur intrinsèque de la nature et non plus sa seule valeur économique. La nature doit être préservée pour ce qu'elle est et des impératifs scientifiques doivent prévaloir sur tout programme de développement économique. Un fatras bureaucratique qui entrave la liberté d'entreprendre aux yeux des conservateurs. And you know what that's called, don't you? Qui feignent d'ignorer que cette loi ne remet pas non plus fondamentalement en cause le modèle productiviste et l'approche utilitariste de la nature, renouvelée dans le contexte du néolibéralisme triomphant des années 80-90. And then the amazing 52 seats for the Labour Party. Ce modèle prévaut aussi entre 1999 et 2008 sous la nouvelle administration travailliste menée par Helen Clark, une sorte de Tony Blair de l'hémisphère sud. C'est sous cette administration que le ministère du Tourisme commande à une boîte de com britannique ce chef-d'œuvre de greenwashing 100% Pure New Zealand. Un slogan qui, à l'heure du nation branding, fixe dans l'imaginaire des humains du monde entier l'idée d'une Aotearoa comme un écrin de biodiversité, pionnière dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Cette idée imprime d'autant plus que sort à la même période la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, dont la beauté époustouflante des décors engendre un boom touristique qui capitalise sur cette idée d'un archipel vert à la nature pure et immaculée. Malgré ce cadre néolibéral qui limite mécaniquement la portée de l'agenda écologiste du gouvernement Clark, on ne peut nier toutefois une politique volontariste pour encadrer les émissions de gaz à effet de serre. Cette politique a placé la Nouvelle-Zélande au premier plan sur la scène internationale pour la mise en œuvre du protocole de Kyoto conclu en 1997. Ce protocole était inédit par son souhait de réguler à l'échelle globale, via des mesures contraignantes, la question du réchauffement climatique. Il offre un précédent aux accords de Paris de 2015. Mais un peu comme avec les accords de Paris, les États-Unis s'en sont tamponnés le coquillard, pendant que les autres puissances industrielles, COP après COP, ont disserté d'en plus finir sur sa mise en œuvre sans jamais vraiment agir. Lawns greets the tide, where the oceans collide. Du reste, le volontarisme néo-zélandais prend fin en 2008 avec le retour au pouvoir, sur fond de crise des subprimes, des conservateurs alliés aux libertariens d'Act New Zealand. Au nom de l'austérité budgétaire, de la libération du capital et du laisser-faire économique, la droite détricote une large partie de la politique écologiste et travailliste et rend plus que jamais vide de toute substance le slogan 100% Pure New Zealand. But watch out. Underneath, nitrates, phosphorus and pathogens entwine and unfurl. Wade in the rivers, but don't swim. And wait, no, don't drink the fucking water. Dans les mythes hérités de leurs ancêtres polynésiens, les Maoris envisagent la mer comme le lieu où la vie a été créée, mais aussi comme une force destructrice. Elle est animée d'une énergie incarnée par un dieu du nom de Tangaroa. Tangaroa est l'un des fils de Papatuanuku la terre et de Ranginui le ciel. Il est le protecteur des créatures marines qui sont partie intégrante du Whakapapa, ce lien généalogique et spirituel qui relie les composantes du vivant, humain inclus. À ce titre, la pêche, inscrite dans une démarche d'échange avec le monde marin, est une pratique centrale pour les Inuits des côtes, comme l'usage des waka, les bateaux traditionnels sculptés. Le traité de Waitangi place les littoraux et les fonds marins sous la souveraineté de la couronne, tout en garantissant aux Maoris leur pêcherie et le droit de naviguer. Une garantie toute théorique, souvent piétinée depuis 1840 par la couronne. Je ne rentrerai pas dans les détails de l'affaire qui conduit à cette décision, mais en 2003, en appel, la Maori Land Court reconnaît la possibilité à un Inuit côtier de l'île du Sud de faire valoir son droit de propriété sur ses communs environnementaux. Une décision juridique qui ne manque pas de faire bondir la couronne par le précédent qu'il risque d'instituer. Le gouvernement Clark dépose donc devant le Parlement le Foreshore and Seabed Bill. Par ce texte, la couronne devient la propriétaire exclusive des estrans et des fonds marins. Une manière explicite de neutraliser sur ces questions toute forme de revendication territoriale des Maoris. Face à cette nouvelle attaque de leurs droits, plusieurs organisations initient, entre avril et mai 2004, le plus vaste Hikoi depuis la Maori Land March. Le Hikoi traverse à nouveau toute l'île du Nord, de la pointe septentrionale jusqu'aux marches du Parlement à Wellington. Il aurait rassemblé, selon les organisateurs, jusqu'à 50 000 personnes, soit presque 10% de la population maori de l'époque. Tout de même voté, le Foreshore and Seabed Act est finalement remplacé en 2011, après le retour des conservateurs donc, par un texte plus favorable aux Maoris. En créant une sorte de non-propriété des estrans et des fonds marins, il ouvre en effet la possibilité aux Inuits de faire valoir par voie judiciaire leurs droits sur ces territoires, à la condition que leur accès reste ouvert au public. Du reste, quand je parle de propriété, il s'agit moins pour les Maoris de privatiser la Nouvelle-Zélande que de s'approprier un concept occidental inexistant dans leurs coutumes pour mieux transposer en droit leurs revendications de souveraineté politique et d'émancipation culturelle, pour mieux défendre la dimension spirituelle de leur appréhension du monde.
Car, selon les traditions maoris, la privatisation de la nature est inconcevable, puisque la nature, elle est une entité vivante. Ce qui, pour rappel, contredit bien entendu la logique de colonisation de la nature que j'ai évoquée plus tôt et qui est fondée sur la conception libérale d'une propriété absolue et individuelle de la nature, héritée du philosophe des Lumières, John Locke. Ce compromis favorable aux Maoris est à mettre en parallèle des conquis obtenus par ce peuple via le tribunal de Waitangi. À travers plusieurs rapports publiés au cours des années 70-80, le tribunal a en effet fixé une nouvelle lecture plus équilibrée du traité fondateur de Nouvelle-Zélande. Entre 1985 et 2008, le tribunal de Waitangi a reçu pas moins de 2500 réclamations. La couronne se voit alors dans l'obligation d'admettre l'importance culturelle et spirituelle pour les Maoris de certains sites naturels placés sous sa souveraineté. Or, tout l'enjeu est de trouver une manière de transposer dans un droit occidental qui se prétend purement rationnel la cosmologie maori et le concept spirituel d'une nature comme entité vivante. L'idée de conférer une personnalité juridique à la nature est née de ce compromis. Le juriste états-unien Christopher Stone est le premier, en 1972, à s'interroger sur les moyens qu'on pourrait donner à la nature pour qu'elle puisse elle-même défendre ses propres intérêts. Émerge alors l'idée de transposer à des espaces naturels le concept de personnalité juridique, jusque-là réservé à des organisations. Pour la première fois en Occident, on propose de rompre avec la vision anthropocentriste qui régissait ce droit. Les dommages environnementaux n'ont plus à être jugés selon leur impact pour les humains, mais pour eux-mêmes. Avec sa constitution de 2008, l'Équateur est le premier État au monde à conférer à la nature une personnalité juridique. Et déjà, cette reconnaissance constitutionnelle était une manière pour l'État équatorien de transposer en droit la spiritualité des autochtones, soit 80% de sa population. Proche de celle des Maoris, elle repose sur l'idée de Pachamama, de terre-mère, en d'autres termes, d'une nature envisagée comme entité vivante. Comme un symbole, le premier espace naturel d'Aotearoa à obtenir une personnalité juridique, c'est le parc national Te Urewera, soit le lieu même où s'était réfugié Te Kooti, le dernier chef maori de l'île du Nord, à avoir résisté militairement contre la couronne britannique. Te Urewera veut par ailleurs dire « pénis brûlé » en maori. Faites ce que vous voulez de cette info. En 2014, Te Urewera cesse donc d'être un parc national pour devenir une personnalité juridique dont les droits sont défendus par son iwi à travers un comité qui fait office de représentant légal. La couronne marque ainsi une rupture significative avec sa vision occidentale de la conservation de la nature. Elle reconnaît l'idée maori selon laquelle protéger la nature passe par la préservation du lien qui unit toutes les composantes du vivant, dont la composante humaine. La nature peut ainsi être envisagée comme sa propre entité vivante. Avec le comité Te Urewera, l'iwi maori retrouve en outre à nouveau une forme de gouvernance collective sur des communs environnementaux démantelés, on le rappelle, en 1865 par la couronne pour mieux spolier les Maoris de leurs terres. C'est une étape majeure vers la décolonisation d'Aotearoa. Le Te Urewera Act de 2014 a ainsi ouvert un précédent pour le Te Awa Tupua Act de 2017. Le Te Awa Tupua Act, c'est le résultat d'une négociation directe avec la couronne à la suite de plusieurs rapports et d'une réclamation déposée en 1999 devant le tribunal de Waitangi. Après un premier échec, les négociations avec la couronne sont relancées en 2014, ce qui débouche sur l'adoption par le Parlement de notre loi du 15 mars 2017. Premier fleuve au monde à posséder une personnalité juridique, le Whanganui voit ses intérêts et ses droits défendus par le comité Te Awa Tupua, composé de membres des iwi et de représentants de la couronne. Après des décennies de blocage, le Te Awa Tupua Act s'impose comme un compromis entre le concept occidental de propriété et le concept maori du Kaiti Akitanga, qui est, souvenez-vous, moins une propriété individuelle exclusive et absolue qu'un gardiennage collectif de communs environnementaux qui repose sur le whakapapa. En retour, la couronne, sans renoncer à la propriété du lit du fleuve, légalise le statut d'entité vivante de ce dernier et reconnaît enfin la relation qui l'unit aux iwi qui le peuplent. En plus d'offrir des garanties accrues pour la protection de l'environnement, ce compromis est à nouveau une étape majeure dans le processus de décolonisation d'Aotearoa. Le Te Awa Tupua Act a par ailleurs créé un précédent mondial qui a inspiré le Québec, l'Inde, l'Espagne, l'Ohio et la Californie.
En France aussi, la question d'une personnalité juridique a émergé dans le débat public au sujet de la Loire, de la Seine, mais aussi du fleuve Tavignano en Corse. En 2023, l'Assemblée des îles Loyauté, une province de Kanaki Nouvelle-Calédonie, peuplée à 96% de Kanaks, a conféré un statut juridique similaire à l'ensemble de son territoire, une loi rejetée depuis par le Conseil d'État. À ce titre, le Te Aroa Tupua Act découle d'un contexte global de résurgence depuis les années 90-2000 des luttes autochtones en Océanie et dans les Amériques, soutenues par l'ONU via la Déclaration des droits des peuples autochtones de 2007. Étonnamment, les 4 uniques pays qui ont voté contre ce texte en Assemblée Générale sont 4 colonies de peuplement, le Canada, l'Australie, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Même la France a voté pour, c'est tout dire. Bon, s'il est certes vrai que la Nouvelle-Zélande accepte finalement de ratifier l'UNDRIP en 2010, le rejet initial était précisément motivé par le refus d'accélérer le processus de restitution des terres et des ressources prises aux Maoris. Car l'un des points d'achoppement des négociations autour du Te Aroa Tupua Act avait été en effet la question de la propriété de l'eau. Selon la common law britannique, l'eau ne peut appartenir à quiconque, pas même à l'État qui doit simplement s'assurer de sa bonne gestion. Mais si elle n'appartient à personne, l'eau, ça veut dire aussi que n'importe qui peut l'utiliser pour son usage personnel, comme abreuver le bétail de son élevage industriel. Or, je ne vous apprends rien en vous disant que la composante essentielle d'un fleuve, c'est son eau. C'est pour ça que dans leur réclamation auprès du tribunal de Waitangi, les iwi du Whanganui souhaitaient la propriété non seulement du lit et des berges, mais aussi de la ressource qui inonde ce lit et ces berges. Une revendication face à laquelle la couronne est restée inflexible. En conséquence, le Whanganui, en tant que personne juridique, n'a aucune autorité sur sa propre eau. Party's over. Ce qui limite mécaniquement sa portée. Imaginez, c'est comme si un humain n'était pas propriétaire de son sang. C'est ici qu'on touche aux limites même du tribunal de Waitangi et du processus de réparation. À l'échelle globale, la Nouvelle-Zélande est allée dans le processus réparatif plus loin que la plupart des autres pays issus de colonisation de peuplement. Pour autant, les jugements ou les compromis issus du tribunal sont souvent en faveur de la couronne. Surtout, les restitutions de terres sont extrêmement limitées puisqu'elles ne peuvent concerner que les terres possédées par la couronne, qui s'octroie en outre le droit d'y exploiter toute ressource minérale découverte a posteriori. Or, se limiter à ces terres, c'est tout simplement ignorer que dans la plupart des cas, la couronne était l'intermédiaire entre les iwi maoris et les acquéreurs privés au moment de la vente initiale. Pour ne rien dire des terres confisquées illégalement après les guerres maoris et revendues ensuite. C'est ici que se pose l'enjeu de la décolonisation. Comme dit Patrick Wolf, l'invasion et l'accaparement des terres, ce n'est pas un événement, c'est la structure même de l'État colonial. Du coup, tant que la Nouvelle-Zélande ne sera pas allée au bout de son processus de décolonisation, la couronne continuera de raisonner selon ce paradigme. Elle œuvrera à préserver une forme de domination coloniale sur les Maoris, sur les terres et sur les ressources. Ce qui peut, quand le rapport de force lui est défavorable, l'amener à procéder à des aménagements de cette domination en concédant des droits. Dans cette perspective, le tribunal de Waitangi peut être perçu comme une de ses concessions, comme un pas en avant pour mieux éteindre pour de bon les revendications territoriales historiques des Maoris, sans bouleverser les structures économiques et sociales coloniales. Mais malgré cette persistance des structures coloniales, les conquis obtenus dépassent le stade du symbole. À force de lutte, ils ont permis d'entreapercevoir la possibilité d'une Aotearoa post-coloniale, la concrétisation du rêve de Fina Cooper. Car si les Maoris ont encore des droits majeurs à conquérir, chaque droit déjà conquis, chaque revendication déjà reconnue, chaque acte législatif déjà arraché sont autant d'étapes importantes qui engagent toujours plus l'archipel sur cette voie post-coloniale. À l'automne 2017, les travaillistes, portés par Jacinda Ardern, accèdent à nouveau au pouvoir sur une ligne plus à gauche, en tout cas moins néolibérale que celle de Helen Clark. Ardern, qui revendique une méthode d'action fondée sur le respect et l'écoute, va former ce qui est considéré comme le plus inclusif des gouvernements néo-zélandais. Les mesures prises pour élargir et consolider les droits des Maoris comptent parmi les nombreux faits d'armes d'une administration qui a d'ores et déjà marqué l'histoire récente du pays.
c'est revêtu d'un korowai que Jacinda Ardern a rencontré la reine au sommet du Commonwealth de 2018. Loin d'être une appropriation culturelle, c'est au contraire un grand honneur et une reconnaissance de son prestige de chef que de s'être vue offrir, alors qu'elle n'est pas maori, un manteau de plumes comme celui-là. Enceinte, Ardern a aussi obtenu avec ce korowai une protection pour son enfant à naître. La délicate et lente fabrication de ce vêtement peut prendre des années, il constitue l'un des exemples les plus éclatants de l'artisanat maori. Mais au-delà des symboles, l'administration Ardern a garanti aux Maoris un meilleur accès à la santé, alors que cette communauté subit encore de fortes discriminations dans ce domaine. Le gouvernement a aussi implémenté dans les écoles un meilleur enseignement de l'histoire, en donnant notamment toute sa place aux Maoris, mais aussi aux autres minorités racisées qui ont façonné le pays. Matariki, le nouvel an lunaire des Maoris, la fête la plus importante de ce calendrier, est décrété jour férié. Les abus institutionnalisés des enfants maoris par la protection de l'enfance sont reconnus, ainsi que le comportement raciste de l'institution policière envers les Maoris. Ardern a par ailleurs renforcé l'usage du maori dans l'administration et dans les services publics, a créé des mesures pour lutter contre les discriminations à l'embauche, sans manquer d'introduire des conceptions maoris du monde dans le droit, en plus de fixer juridiquement les interprétations du traité de Waitangi, plus équitables pour les Maoris. Autant d'avancées majeures, inédites parfois par leur ampleur et leur portée, qui auraient pu engager résolument le pays sur la voie de la décolonisation, mais qui se trouvent compromises suite à l'élection en 2023 d'une majorité néolibérale et conservatrice. Autour d'un programme dit anti-woke, cette majorité coalise les conservateurs du National, les nationalistes de New Zealand First et les libertariens du très droitier ACT New Zealand. Ce gouvernement, porté par le conservateur Christopher Luxon, nous propose la formule tout compris, avec en entrée le recul des droits des Maoris et des personnes LGBTQIA+, ainsi que l'embrigadement de la jeunesse, en plat de résistance des mesures climaticides, sécuritaires et antisociales, et en dessert, un soutien à la guerre génocidaire d'Israël en Palestine. We can't afford more of the same. Only ACT has the team and a plan to end wasteful spending, hold criminals accountable for their action, and end divisive race-based policies. Party vote ACT for real change. À l'automne 2024, David Seymour dépose le Waitangi Principles Bill. En bon descendant de colons blancs, doublé en plus d'un libertarien forcené, David Seymour estime que les Maoris sont des privilégiés et que les priver de leurs droits, c'est restaurer l'égalité entre les citoyens néo-zélandais. Pendant son examen en première lecture, cette proposition de loi, aux relents colonialistes assumés, a inspiré à la députée d'opposition Hannah Rafiti Maipi Clark, issue du parti Maori, ce haka d'anthologie qui a fait le tour du monde. La proposition de loi a également inspiré l'un des plus larges hikoi dans l'histoire des luttes maoris.
les Maoris ont chacun et chacune su montrer dans cette épreuve leur détermination à poursuivre leur combat pour le respect de leurs droits et pour une réponse à leurs revendications culturelles et territoriales. Mais malgré ce premier échec, le gouvernement, allant jusqu'à interroger la légitimité même du tribunal de Waitangi, multiplie les initiatives pour balayer plus d'un demi-siècle d'un processus réparatif, inégal certes, parfois insatisfaisant, mais unique au monde par ses avancées. Dès lors, dans ce contexte de backlash, le Te Aroha Tupua Act de 2017, malgré ses limites indéniables, trace des perspectives de ce que pourrait être une Aotearoa Nouvelle-Zélande, inclusive et décolonisée, aux antipodes des ambitions colonisatrices débridées de Luxon et de ses alliés. Il le fait en inscrivant dans le droit néo-zélandais la notion de whakapapa, si importante pour saisir le rapport des Maoris à la terre, à la nature et à leurs ancêtres. Et puis, alors que la politique environnementale au relent climato-sceptique de l'actuel gouvernement Luxon semble nous condamner toujours davantage à un dérèglement climatique incontrôlable, on pourrait même avancer que c'est en accélérant le processus de décolonisation, et donc en transformant les structures économiques et sociales de Nouvelle-Zélande, qu'on pourra aussi faire évoluer le rapport des humains à la nature. Ainsi, malgré un contexte défavorable, en janvier 2025, le mont Taranaki et ses environs ont à leur tour obtenu une personnalité juridique en devenant Taranaki Maunga. On pourrait ainsi imaginer à terme une personnalité juridique pour chacun des espaces naturels d'Aotearoa comme une étape nécessaire vers la réparation d'une nature tout autant abîmée et meurtrie par la colonisation que les humains qui vivaient en son sein. Par le caractère tardif de son peuplement, Aotearoa constitue un rare exemple de la manière dont les humains s'adaptent dans un milieu au point de le façonner pour leurs propres intérêts, mais aussi de la manière dont ce milieu façonne les humains en retour. Écosystème fragile, unique au monde, Aotearoa est un cas presque prototypique de l'inconstance des humains, ou devrait-on plutôt dire du capitalisme dont les acteurs sont prêts à détruire la terre entière pour satisfaire des besoins présents sans songer ni à l'avenir ni à la survie de notre propre espèce. Mais le cas néo-zélandais, c'est aussi une histoire de lutte et de combat. C'est une histoire à l'avant-garde de l'écologie politique et de l'anticolonialisme. Le cas néo-zélandais, c'est un exemple à méditer, alors que des bourgeois milliardaires, pour accomplir par-delà les étoiles le schéma prédateur de l'Occident, perpétuent l'anthropocentrisme, ne conçoivent les écosystèmes que comme des réservoirs à ressources. Et tant pis si pour y parvenir, dans les étoiles, il faut ravager la terre entière, ravager cette terre qu'on a en partage avec les bêtes, les plantes et tout le reste du vivant. Alors, pourquoi pas envisager la nature comme une entité vivante avec des droits, pour mieux rompre avec l'idée selon laquelle on pourrait la posséder et la privatiser comme une chose qui nous est due. La résilience et la détermination d'une part active de Maoris pavent la voie de la résistance face à l'impérialisme, et donc la voie vers une véritable alternative écologiste.